Au XVIIe siècle, les Pays-Bas étaient en plein essor. Les richesses affluaient du monde entier. Ce devait être stupéfiant à observer. Les gens voulaient montrer leur opulence. C'était une époque très prospère. Un goût prononcé pour les arts s'est progressivement développé. C'était une période d'ébullition qui a donné lieu à des innovations dans différents domaines artistiques. Au XVIIe siècle, il y avait un nombre incroyable de bons peintres aux Pays-Bas et de belles œuvres. Si on regarde ces tableaux d'un peu plus près et qu'on les interprète correctement, un monde s'ouvre à nous. Sur la 5e avenue, le bâtiment des services culturels de l'ambassade de France abrite la librairie Albertine, l'un des plus beaux endroits de New York. L'investisseur américain Thomas Kaplan aime s'y rendre lorsqu'il est de passage dans la métropole américaine, d'autant qu'il vit en France. Ça fait si longtemps, quelle joie de te revoir, mon frère. Thomas Kaplan possède l'une des plus grandes collections au monde d'œuvres des maîtres néerlandais qui vont de Rubens à Vermeer. Il est particulièrement fier de ses 19 tableaux de Rembrandt. Il existe très peu d'œuvres d'art dont on peut dire qu'elles ont une influence durable et transcendante. C'était déjà le cas de celle de Rembrandt, et ça l'est encore aujourd'hui. La collection Leyden fonctionne sur le modèle d'une artothèque. La plupart du temps, on peut admirer les pièces qui la composent dans des musées internationaux auxquels elles ont été prêtées, comme le Louvre à Paris ou l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Thomas Kaplan et son épouse Daphné Recanati Kaplan l'ont constituée en toute discrétion. Les vieux maîtres étaient devenus une telle niche sur le marché de l'art que même en acquérant parfois un tableau par jour, pendant 5 ans, plus de 200 au total, nous sommes restés de parfaits inconnus au sein du monde de l'art. Nos noms n'apparaissaient jamais dans les médias, et cela nous convenait parfaitement. C'était en adéquation avec la façon dont nous concevions la collection. Notre objectif n'était pas de vivre avec ces toiles. Nous nous sentions investis d'une mission, les sortir du domaine privé afin de les restituer, pour ainsi dire, puisqu'elles n'y ont jamais vraiment appartenu, au domaine public. Ces peintures nous racontent un siècle qui a influencé notre conception actuelle des tableaux en tant qu'œuvre d'art et en tant que marchandise. Un siècle considéré par beaucoup comme celui de l'émergence du marché de l'art tel que nous le connaissons aujourd'hui et qui s'est notamment développé à partir des villes de Delft, Haarlem et Amsterdam. Dans la capitale néerlandaise, le Rijksmuseum présente l'une des plus importantes collections de toiles de cette époque. Elle témoigne de la révolution qui a eu lieu dans l'histoire de l'art après que les provinces du nord des Pays-Bas espagnols ont fait sécession au terme de la guerre de 80 ans. On assiste alors à un afflux d'artistes très talentueux, mais aussi, et cela a son importance, de riches marchands audacieux qui apportent un certain sens du bon goût. Aux alentours de 1600, le nord du pays était très provincial comparé au sud. Au XVIe siècle, tout se passait à Anvers.
Puis cette tendance s'est déplacée vers le nord, à Haarlem et à Amsterdam, qui offraient un terrain propice. Après s'être dressées contre l'oppression religieuse de l'Inquisition, les provinces du Nord obtiennent leur indépendance et deviennent les Provinces-Unies. La nouvelle République calviniste octroie à ses citoyens la liberté de culte. La nouvelle se répand et attire protestants, juifs et croyants persécutés, issus de nombreux pays. Ils arrivent notamment des provinces du Sud, toujours occupées par les Espagnols, et qui deviendront plus tard la Belgique, le Luxembourg et le Nord-Pas-de-Calais. Parmi ces migrants, on trouve de nombreux peintres qui vont innover sur le plan artistique. Ils ont bouleversé tous les genres. Paysages, nature morte, portraits, intérieur d'église. Ils cherchaient à créer leur propre style, leur propre sujet. Ce faisant, ils ont considérablement dynamisé le monde de l'art. Le XVIIe siècle a donné naissance à des millions d'œuvres. De nombreux musées prestigieux ont acquis des trésors de cette époque. Comment une telle fabrique d'art a-t-elle pu voir le jour, précisément aux Pays-Bas? La noblesse a perdu de son importance, tout comme le clergé. La bourgeoisie et les marchands se sont enrichis et ont pu s'offrir des œuvres d'art. La société néerlandaise a connu un tournant, principalement lié au contexte politique, qui a influencé l'art et les artistes. C'est ce qui la rend si singulière. Cet âge d'or culturel découle notamment d'un énorme excédent de capitaux, généré par des transactions financières spéculatives et risquées, ainsi que par le transport et le commerce maritime. Des capitaux que la population aisée se devait d'investir de la manière la plus rentable possible. Il faut savoir que les Provinces-Unies représentaient une grande puissance maritime et commerciale. Elles avaient acquis une importance considérable dans le secteur financier, ce qui était exceptionnel pour un État aussi petit. La Compagnie des Indes orientales a été fondée en 1601 et la Compagnie des Indes occidentales en 1621. Le pays commerçait avec l'Asie, l'Amérique du Sud ou encore l'Afrique de l'Ouest. Puissance coloniale, le pays accumule les richesses grâce à la traite des esclaves et à l'exploitation des populations colonisées. Une situation que peu de gens remettent alors en question. Tout cela se passe au loin, de l'autre côté de l'océan. À Amsterdam, on préfère jouir de son opulence et poursuivre l'expansion. Quand on pense qu'en 1620, Amsterdam comptait environ 100 000 habitants et qu'un demi-siècle plus tard, sa population a doublé, ça donne une idée du nombre de personnes influentes qui sont venues s'installer dans le nord des Pays-Bas et qui ont contribué à cet essor. Parmi elles, beaucoup de riches marchands et bourgeois, comme la famille de Jan Six. Ce dernier est le mécène et l'ami du plus célèbre peintre de l'époque, Rembrandt van Rijn, qui réalisera plusieurs portraits de son bienfaiteur. Près de 500 ans plus tard, son descendant Jan Six, 11e du nom, fait commerce des œuvres du grand artiste et de ses contemporains. Rembrandt a été présenté à la famille vers le début des années 1640. C'était une véritable rockstar. Il était au sommet de sa carrière. Il peignait les plus riches habitants d'Amsterdam et était connu dans les cercles de la plus haute société de la région. Rembrandt a peint de nombreux tableaux de commande. L'un des portraits de Jan Six compte parmi ses plus grandes œuvres. Il est d'une expressivité magistrale qui laisse à penser que les deux hommes devaient avoir une relation privilégiée.
Nous n'en sommes toujours pas sûrs à 100%. Nous ne disposons pas d'une note qui dirait « Cher Rembrandt, quel merveilleux déjeuner, nous sommes si proches ». Nous n'avons aucune preuve. Ce que l'on sait, c'est qu'en 1642, peu de temps après leur première rencontre, Jan Six lui a tendu son livre d'amitié et lui a demandé s'il pouvait l'illustrer. Rembrandt a réalisé un magnifique dessin de Homère en train de réciter ses vers, en dessous duquel est écrit « De Rembrandt pour Jan Six ». C'est intéressant. Il aurait pu écrire pour Monsieur Six ou simplement Rembrandt. Mais il a décidé d'inscrire les deux noms côte à côte, de les mettre sur un pied d'égalité. Leurs chemins se sont croisés à de nombreuses reprises au cours de leur vie. Il devait forcément exister un lien plus profond entre ces deux hommes. Jan Six, 11e du nom, commence à s'intéresser aux œuvres du XVIIe siècle dès son adolescence, avec une approche assez particulière. Quand j'étais enfant, il y avait tous ces portraits de famille qui me regardaient et me suivaient des yeux où que j'aille. C'était assez effrayant. J'ai surmonté ce sentiment en les étudiant de plus près et en essayant de me dire que ce n'étaient pas ces peintures qui avaient de l'emprise sur moi, mais moi qui en avais sur elles en cherchant à les comprendre. Thomas Kaplan a lui aussi développé une fascination précoce pour les vieux maîtres. J'avais 6 ans quand ma mère m'a emmené pour la première fois au Metropolitan Museum. Je me rappelle avoir gravi ces marches et je me souviens surtout de l'effet qu'a eu sur moi ma rencontre avec Rembrandt. Il y a eu un déclic. Toutes les semaines, je demandais à ma mère de m'emmener le voir. Aujourd'hui, l'investisseur possède 19 œuvres de l'artiste, plus que n'importe qui au monde. Je me souviens d'une semaine où j'ai acquis aux enchères 2 Rembrandt pour même pas le prix d'un seul Andy Warhol. C'est totalement disproportionné. Mais si on me demandait quelle en est la raison, je dirais simplement que moi-même, jusqu'en 2003, j'ignorais qu'il était possible d'acheter un Rembrandt. C'est le cas de beaucoup d'amateurs d'art. Ils sont cependant de plus en plus nombreux à participer à des ventes aux enchères d'œuvres des vieux maîtres, dans l'espoir de dénicher quelques trésors à ajouter à leur collection. Il y a un nouveau marché de jeunes collectionneurs. Ce ne sont pas des jeunes de 20 ans, ils ont plutôt la quarantaine. Mais il y a 10 ans, ils avaient la cinquantaine ou la soixantaine. Ces œuvres sont donc désormais populaires auprès d'un public plus jeune. Nous démarrons avec le premier de 5 lots du célèbre vieux maître Rembrandt. On a souvent tendance à penser que les œuvres d'art de ces grands peintres sont inabordables. Mais il suffit de se rendre à une vente aux enchères pour constater que parfois, le commun des mortels peut repartir avec un Rembrandt. Je dois savoir maintenant, 11 000 une fois, 2 fois, adjugé. Merci beaucoup. Les œuvres graphiques, en particulier celles d'un artiste aussi productif que Rembrandt, ont fait l'objet d'une multitude de copies au fil des ans, voire des siècles. Le prix sera donc forcément plus élevé s'il s'agit d'un original peint de la main de Rembrandt lui-même et non de la 20e copie réalisée 3 siècles plus tard.
En même temps, ces copies sont une bonne chose, car elles rendent l'art accessible à tous. Aujourd'hui, si l'on veut faire commerce des vieux maîtres, les collectionner et les comprendre, il faut plonger profondément dans l'histoire des Pays-Bas et de leur art. On constate alors que tout ramène à Rembrandt, dont l'atelier était situé dans la Jodenbreestraat à Amsterdam. C'est ici que durant près de 20 ans, il a créé la plupart de ses plus grands chefs-d'œuvre. La particularité de cette pièce, c'est qu'elle reçoit la lumière du nord. La façon dont se répandait la lumière était très importante pour Rembrandt. Et grâce aux dessins qu'il a réalisés, on sait comment la pièce était aménagée et le genre d'accessoires et de matériel qu'il utilisait. Rembrandt se distingue de ses contemporains par le fait qu'il tire profit du marché de l'art sans se laisser pour autant phagocyter. Ainsi, il accepte moins de travaux de commande et préfère peindre pour des mécènes, tels Jan Six, qui lui laissent carte blanche. Rembrandt veut être libre. En cela, il peut être considéré comme le premier artiste moderne. Il collectionnait aussi toutes sortes d'objets intéressants qui arrivaient des 4 coins du monde au port d'Amsterdam. Il s'intéressait beaucoup aux articles exotiques, animaux empaillés, coraux, coquillages et armes. Il s'est ainsi créé un petit musée personnel. C'est l'un des premiers artistes à rassembler ce genre de collection. Ces objets lui servaient d'inspiration. Il en utilisait certains comme modèles pour ses peintures. D'autres stimulaient simplement sa créativité. Au rez-de-chaussée de sa maison, Rembrandt monte son propre commerce d'œuvres d'art avec sa femme, Saskia. On imagine qu'un acheteur venu de loin pour acquérir des toiles était probablement autorisé à passer la nuit sur place, au milieu des tableaux. Il a créé un fantastique modèle économique. En plus de son activité de peintre, il enseignait à de nombreux élèves qui déboursaient une coquette somme pour qu'il leur apprenne à peindre, dessiner et réaliser des esquisses. D'autre part, il était aussi marchand d'art. Il vendait bien sûr ses propres œuvres, mais également celles de ses contemporains, d'artistes plus anciens ou bien de ses élèves. C'était un homme d'affaires tout à fait singulier, aux multiples casquettes. Aujourd'hui, il est rare de trouver des Rembrandts à la vente. Seule une poignée de ses œuvres est encore entre les mains de propriétaires privés. Le reste est exposé dans les musées et ne sera probablement jamais vendu. En 2020, nous avons vendu à New York un petit tableau de Rembrandt. Il faisait cette taille. C'est l'un des plus petits qu'il ait peint. Il l'a réalisé juste après avoir traversé une période très troublée dans les années 1640. Nous analysons son coup de pinceau, la lumière, sa façon de donner une dimension nouvelle à une scène que l'on connaît bien, celle d'Abraham et les 3 anges. Nous essayons de comprendre quel était son état d'esprit, par quels moyens il insuffle de la magie dans cette histoire. Je ne suis pas certaine que lui-même envisageait les choses comme nous les interprétons aujourd'hui, mais nous cherchons tous à mieux comprendre la virtuosité de son génie. En 2003, son autoportrait aux yeux assombris a été vendu aux enchères par Sotheby's pour près de 10 millions d'euros. Cet autoportrait de 1634 porte sa signature ici. Mais quand nous l'avons récupéré, il n'avait pas vraiment le même aspect.
Il ressemblait à ça. On constate que la tenue était différente, tout comme le visage, même si certains traits étaient identiques. Mais plus intéressant encore, en 1935, le personnage se présentait autrement, avec un grand chapeau, des cheveux longs et la même collerette en fourrure. Puis, vers 1966, on a retiré le chapeau et une partie des cheveux longs et il a pris cette apparence. Enfin, nous avons demandé à un restaurateur compétent de la nettoyer et avons fait analyser la toile au rayon X, qui ont révélé sous les repeints un autre col en fourrure, sans le collier en or. L'ensemble du visage était différent. Et il s'est avéré qu'il s'agissait d'un autoportrait de Rembrandt qui avait été recouvert au XVIIe siècle. Le restaurateur a donc dû retirer la couche de peinture de cette même époque. Une tâche extrêmement minutieuse et laborieuse. Il avait beau être très expérimenté, il ne pouvait retirer que quelques centimètres par jour. C'est incroyable ce qui peut arriver à une peinture qui était totalement différente au départ. Il faut donc être vigilant avec ce genre de toile. Depuis 2008, cet autoportrait fait partie de la collection de Thomas Kaplan. Et comme tous les Rembrandts qui la composent, il circule en permanence. Quand les peintures ne sont pas empruntées par les musées, ce qui n'arrive presque jamais, elles sont conservées dans des entrepôts sécurisés situés à quelques heures de New York et où aucun visiteur n'est autorisé à pénétrer. À l'exception de Thomas Kaplan, car le collectionneur n'a pas vu certains tableaux depuis des années. Waouh! Je ne savais pas que ça commencerait par vous. Quelle émotion! C'est comme retrouver de vieux amis. C'était ma première. On n'oublie jamais sa première. Je l'ai embrassée sur les lèvres. Véridique. Ici, on voit un médecin qui retire vraisemblablement des éclats de pierre de la tête d'un patient. Et si vous regardez son visage de plus près, vous pouvez ressentir sa souffrance. Il est à l'agonie. Rembrandt a rompu avec les canons de beauté de l'époque. Il a fait fi de toutes les conventions italianisantes classiques pour exprimer sa propre conception de la beauté, et ce, sans aucune inhibition. En brisant ainsi toutes les règles, que ce soit de manière intentionnelle ou non, Rembrandt a fait figure de libérateur. Et tous ceux qui ont suivi lui en sont redevables. C'est ce qui le rend si transcendant. L'œuvre maîtresse de la collection de Thomas Kaplan est une peinture à l'huile de 1633 qui mesure à peine quelques centimètres. Il s'agit du buste d'un vieil homme barbu. Je pourrais rester des heures à la regarder. C'est mon Saint Graal. C'est la plus petite toile de Rembrandt. J'avais l'impression de regarder le visage de Dieu. Je me disais que c'était le plus bel objet que j'avais jamais vu de ma vie.
Cette boîte a été fabriquée spécialement pour cette toile par un de ses précédents propriétaires. Apparemment, il l'emportait partout en voyage pour pouvoir la poser sur la table. Il vivait avec elle. Visiblement, elle exerçait sur lui une certaine fascination. Ayant été et étant toujours obsédé par cette peinture, je comprends parfaitement son désir de ne jamais s'en séparer. Regardez la manière dont il a peint les cheveux, le front, la barbe, tout. Jamais je n'ai vu quelque chose qui touche à ce point à la perfection. C'est une merveille absolue. En 2016, Jan Six a lui aussi déniché une pépite. Le premier Rembrandt totalement inédit depuis le baptême de l'eunuque en 1974. Après avoir effectué des recherches approfondies, joué fortement des coudes et grâce à son œil averti, il a de justesse coiffé la concurrence au poteau. Quand on examine cette œuvre d'art, il faut se dire que pendant 400 ans, pour une raison ou pour une autre, les gens qui l'ont regardée l'ont mal interprétée. C'est la seule explication au fait qu'elle ne soit pas exposée dans un grand musée ou placée dans le bon contexte. Quelque chose ne va pas. On appelle ça un dormeur. C'est un tableau qui dort. La première chose à faire, c'est d'accepter cette possibilité et de ne pas suivre l'opinion générale. Pour moi, il y a les gens qui disent non et ceux qui disent oui. Si vous pensez toujours « non, ce n'est pas un Rembrandt », vous ne découvrez jamais rien. Si au contraire vous dites « oui, ça pourrait être un Rembrandt », vous n'affirmez pas que c'en est un, mais vous vous autorisez à envisager d'autres éventualités et à voir les choses de manière plus positive. Vous avez alors de très bonnes chances de découvrir un jour, quelque part, un potentiel Rembrandt. Les marchands d'art comme Jan Six étudient de très près certains tableaux durant des années, dans l'espoir que des spécialistes de Rembrandt attestent de leur authenticité. Car au bout du compte, c'est la science qui valide une découverte souvent intuitive. Quand vous contemplez un portrait de Rembrandt, c'est la personne représentée qui vous regarde et non l'inverse. Vous avez cette sensation désagréable que quelqu'un vous observe. Vous avez beau détourner les yeux, cette impression vous poursuit. C'est assez troublant. Voilà comment je caractériserais ces portraits. Dès que vous en voyez un, il vous touche. Il faut donc qu'il y ait une connexion immédiate, quelque chose qui vous habite. Ce sentiment, Jan Six l'a aussi éprouvé dans une vente aux enchères en découvrant le portrait d'un jeune homme, attribué à un artiste du cercle de Rembrandt. Quand j'ai vu ce tableau, j'ai immédiatement eu l'intuition qu'il était bien mieux que ce qu'annonçait la maison des ventes. C'est un problème technique qui m'a mis la puce à l'oreille. Ce portrait montre un très jeune homme vêtu d'une collerette en dentelle tout à fait particulière. Cette collerette était en vogue à une période bien précise. La toile n'a donc pas pu être réalisée avant 1631-1632. Comme aujourd'hui, les jeunes de l'époque attachaient une grande importance à la mode, contrairement aux personnes plus âgées. En l'occurrence, il s'agit d'un très jeune garçon. Il n'a ni moustache ni barbe. Ses pommettes sont roses. Il est très juvénile et il porte cette collerette en dentelle. La maison des ventes a attribué l'œuvre à un peintre du cercle de Rembrandt. Mais si on se fie à la mode vestimentaire de ce jeune garçon, c'est tout bonnement impossible. Elle était en vogue entre 1631 et 1636 au maximum, plus probablement autour de 1633-1634. C'est une période très précise.
Et à l'époque, Rembrandt n'avait pas encore de cercle propre. Sur les conseils de Jan Six, un investisseur a acheté ce tableau 137 000 livres sterling, soit 162 000 € environ. Aujourd'hui considéré comme un authentique Rembrandt, sa valeur s'est envolée. Les portraits constituaient souvent une activité alimentaire pour Rembrandt et étaient commandés par la bourgeoisie fortunée. La noblesse, en revanche, préférait les sujets historiques. En peinture, les épisodes historiques et bibliques ont toujours été les plus appréciés. Puis, peu à peu, dans les Pays-Bas du XVIIe siècle, ils ont été détrônés par les paysages, ensuite par les portraits, et enfin par la peinture de genre. Les peintures de genre sont des représentations de scènes quotidiennes et profanes. Elles étaient principalement prisées des classes populaires, qui les achetaient sur les marchés ou les gagnaient à la loterie. Ce goût particulier des Néerlandais laissait beaucoup les étrangers dubitatifs. Ils étaient choqués et se moquaient de la laideur de ces représentations, des personnages représentés dans ces tableaux. Ça leur semblait effarant qu'on puisse les montrer dans des scènes parfois caricaturales, où on les voit s'enivrer et se bagarrer dans une ambiance de débauche. Ils trouvaient cela déplacé. Représenter des émotions et des sentiments de manière si crue était totalement inédit. Les scènes de genre avaient une fonction pédagogique. Elles semblent dire « Regardez, voici ce qui arrive quand on se laisse aller ». De nos jours, les visiteurs des musées ne montrent plus autant d'engouement à leur égard. Ce n'est pas le cas pour La Garde de nuit de Rembrandt, qui attire les foules. Ce tableau grand format est considéré comme le plus précieux des Pays-Bas et fait l'objet d'investigations minutieuses. On a longtemps pensé qu'une fois une toile achevée, elle ne changeait plus. Mais bien entendu, il y a tout un tas de réactions chimiques qui se produisent et se poursuivent au fil du temps. Les couleurs ternissent, la peinture fait des bulles. J'exagère un peu, mais c'est une matière vivante. Elle évolue. C'est extrêmement difficile de représenter tout un groupe de 30 ou 40 personnages sans que la scène ait l'air figée. Mais Rembrandt parvient à insuffler une sorte de mouvement. Les personnages semblent sortir de la toile. C'est vraiment du grand art. Les premiers portraits de groupe datent du début du XVIIe siècle et dès 1642, Rembrandt en maîtrise la réalisation. Personne n'a jamais atteint ce niveau de perfection. Rembrandt ne s'est pas fait tout seul. Les peintres néerlandais s'observaient de près les uns les autres et entretenaient une émulation féconde. Rembrandt connaissait certainement l'œuvre de son confrère Frans Hals à Haarlem. Rembrandt s'est inspiré de La Maigre Compagnie pour sa Garde de nuit. C'est difficile à prouver, mais nous le pensons. Une chose est sûre, Frans Hals est le premier artiste, bien avant Rembrandt, à réaliser des œuvres de commande grand format pour les habitants de sa ville natale. L'une des parties les plus impressionnantes de l'œuvre de Frans Hals, ce sont ces portraits de groupes de garde civique. Aujourd'hui, ces milices citoyennes seraient une sorte de croisement entre la police et le Rotary Club. Être membre d'une de ces sociétés témoignait d'un statut social enviable, parce qu'il fallait débourser une certaine somme pour y entrer et avoir le droit de porter l'uniforme et l'insigne. C'était un important boys club qui avait pour mission de maintenir l'ordre dans la cité. Les portraits collectifs de Frans Hals sont souvent incroyablement vivants. On voit les gardes faire la fête, poser et se regarder dans des postures décontractées.
c'est assez chaotique. On dirait qu'il saisit la scène sur le vif, comme s'il avait un appareil photo et qu'il l'immortalisait à un instant T. Il rend magnifiquement les interactions au sein d'une certaine couche de la société de l'époque, mais aussi entre les individus. On décèle une certaine hiérarchie. On ressent une atmosphère festive. De son vivant, Frans Hals était déjà célèbre au-delà des frontières du pays. Malgré sa renommée et sa riche clientèle, il a dû faire face à des problèmes d'argent tout au long de son existence. Il n'a rien laissé derrière lui, hormis une œuvre complète impressionnante. Frans Hals est certainement le premier à utiliser ses coups de pinceau détachés. En cela, il se démarque un peu des autres. Il trouve son style et le développera tout au long de sa carrière. Je crois qu'il voulait rendre le mouvement, le dynamisme, la vie en somme. Comme souvent dans l'histoire de l'art, la valeur des tableaux de Frans Hals a évolué au fil des siècles en fonction du goût de chaque époque. Les Régentes de l'Hospice de Vieillards est l'une des toiles de Frans Hals que je préfère. C'est l'un des derniers portraits qu'il a peint. Il devait avoir dans les 80 ans, ce qui est un âge plutôt avancé, surtout pour l'époque. Ce que j'aime dans cette toile, c'est son côté intemporel, mais aussi le fait qu'elle ait été autant dénigrée qu'estimée, et ce tout au long de l'histoire. Dans les documents du XVIIIe siècle, ce tableau est qualifié de croûte absolue. On y voyait la preuve qu'en raison de sa vieillesse, Frans Hals ne contrôlait plus ses mains et que probablement il tremblait. Par la suite, on a même suggéré qu'il avait la maladie d'Alzheimer et qu'il ne savait plus peindre. C'est en grande partie lié au fait qu'à cette époque, on valorisait les œuvres académiques. Elles se devaient d'être précises et conformes aux règles. Or, celle-ci n'était pas conventionnelle et a donc été écartée. Sur le marché, la cote de Frans Hals a plongé. Mais à la fin du XIXe siècle, la situation s'est soudain inversée. Le collectionneur et critique d'art français Théophile Thoré-Burger, ainsi qu'un grand nombre d'artistes à qui il a donné le goût de ses œuvres, comme Van Gogh, Manet, Monet, Singer Sargent, Marie Cassatt, Whistler, ont adoré ce tableau de Frans Hals. Et on dit, c'est une icône. Elle démontre que Frans Hals était un peintre d'avant-garde ultramoderne, en avance sur son temps. Il peignait comme nous, les réalistes et les impressionnistes. Il avait un talent extraordinaire. Pour eux, cette toile en était la preuve absolue, en raison des coups de pinceau détachés, du traitement des couleurs et de la grande place accordée au noir. C'est incroyable de voir comment une œuvre, qui reste pourtant la même, est tour à tour encensée et appréciée, puis dépréciée. Nous avons de la chance qu'elle soit parvenue jusqu'à nous. Si elle n'avait pas été conservée dans une institution semi-publique au XVIIIe siècle, elle aurait probablement disparu. La majeure partie des peintures néerlandaises du XVIIe siècle n'existe plus. Mais des collectionneurs, des marchands d'art et des experts continuent d'espérer que quelque part, un Frans Hals ou un Rembrandt attend d'être découvert. Nous allons réaliser des inventaires chez des collectionneurs privés. Dans certaines de leurs maisons ou leurs châteaux, il arrive que rien n'ait été répertorié, que des choses ne figurent pas dans le catalogue ou qu'elles aient été mal inventoriées. J'adore aller dans ces endroits et mettre le bon nom sur la bonne œuvre, même s'il m'arrive de ne pas parvenir à tout identifier. Dans ce cas, j'en discute avec des collègues, ou j'effectue mes propres recherches, et je découvre qui est qui, ou je déniche même un petit artiste méconnu. Je regarde dans la salle de bain, la cuisine, au-dessus des portes, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver.
Sur la dizaine de millions de toiles qui ont probablement été peintes, on estime qu'il n'en reste que 5%. Le reste a été perdu, détruit, brûlé, ou que sais-je encore. Parmi les rares peintures parvenues jusqu'à nous, on trouve celle de Jan Vermeer. Son œuvre est d'un volume inhabituellement restreint, comparé à celle de ses pairs comme Rembrandt, qui a réalisé plus de 300 tableaux. Vermeer est un exemple intéressant, car on pense qu'il n'a pas tant peint que cela. D'une part, la préparation des pigments pour ses toiles lui demandait beaucoup de temps. D'autre part, il ne peignait pas pour l'argent, car il était marié à une femme très riche. On lui attribue officiellement 37 œuvres. Il en réalisait probablement une par an. Mais ce ne sont là que des conjectures. Nous n'étions pas présents pour en attester, et Instagram n'existait pas à l'époque. De son vivant déjà, Vermeer pouvait demander un bon prix pour ses tableaux riches en détails qu'il vendait à des mécènes fortunés de Delft. En matière de peinture néerlandaise, on parle de la Trinité, Rembrandt, Vermeer et Frans Hals. Les trois maîtres dont on se souvient aujourd'hui. Les toiles de Vermeer sont très mystérieuses et intimistes. Il n'est pas facile de comprendre la symbolique et l'intention qui se cachent derrière ces scènes très domestiques. Vermeer était aussi marchand d'art. Malgré son talent pour représenter de magnifiques scènes d'intérieur et sa grande expertise, il finira sa vie dans la pauvreté après avoir fait faillite en 1667. Quand on évoque ces scènes d'intérieur, on pense à ces jeunes femmes devant une fenêtre ouverte, souvent de profil, en train de lire, un peu renfermées sur elles-mêmes, dans une ambiance très paisible, presque contemplative. Elles portent des vêtements extrêmement élégants. Les étoffes, les coupes de cheveux, les bijoux sont rendus avec une grande minutie. Ces toiles illustrent bien toute la richesse du XVIIe siècle. De nombreux Vermeer sont aujourd'hui exposés au Rijksmuseum. Parmi eux, la laitière. Lors de la succession du gendre du plus important commanditaire de Vermeer, elle a été vendue pour 175 florins, une somme déjà importante pour l'époque. Aujourd'hui, son prix serait tout bonnement exorbitant. La laitière se distingue par une combinaison de couleurs magnifiques et cette manière de placer une laitière au centre de la toile. On regarde non pas le portrait d'un noble ou d'un personnage important, mais celui d'une laitière. Il y a tant de douceur dans ce tableau et sa merveilleuse composition. Je trouve que Vermeer était un peintre tout à fait particulier, vraiment unique en son genre. Dans une certaine mesure, le XVIIe siècle aura jeté les bases du monde artistique tel qu'on le connaît actuellement. Nous voici dans l'espace galerie de cette maison du XVIIe siècle. Elle ressemble à une pièce dans laquelle Vermeer travaillait à l'époque. Avec son sol en marbre et ses plafonds hauts. On l'imagine bien en train de peindre dans cette aile. Le siècle d'or néerlandais voit naître les maisons de vente aux enchères, le métier de marchand d'art et les collectionneurs bourgeois. L'art se démocratise et son influence se fait sentir jusqu'à nos jours. On a décoré la pièce avec des œuvres d'art. On considère qu'il existe une filiation entre l'art du XVIIe siècle et celui d'aujourd'hui. On se tient sur les épaules des géants, comme on a coutume de dire. On a bien sûr conscience de notre héritage. Il en va de même pour les artistes néerlandais contemporains.
Ils doivent accepter d'être évalués à l'aune des maîtres du XVIIe siècle. Se démarquer d'eux, développer leur propre style, tout en s'inspirant de la technique et des astuces de leurs illustres prédécesseurs. Cet objet ne sert pas à frapper le modèle lorsqu'il s'endort. C'est un bâton de peinture. Quand on doit représenter quelque chose de très détaillé, on l'utilise pour éviter de trembler. On appuie son bras là-dessus afin que la main reste stable. Pour voir la manière dont on s'en sert, il faut aller voir le magnifique tableau de Vermeer exposé au musée d'histoire de l'art de Vienne. Il représente un peintre de dos qui repose sa main sur le bâton pour peaufiner de petits détails. L'art néerlandais du XVIIe siècle est une référence importante pour le peintre suédois Urban Larsson. Il existe plusieurs similitudes entre ma manière de travailler et celle des maîtres de l'époque. D'abord, je travaille à partir d'un modèle. Ensuite, j'ai aussi recours à la lumière nordique. Je ne travaille qu'à la lumière du jour, car je trouve qu'on ne parvient pas à obtenir le même effet avec une lampe. Enfin, j'utilise un matériel assez proche du leur. On leur doit aussi une importante innovation. Pour la première fois dans l'histoire de l'art, l'état d'esprit du modèle est représenté sur la toile. Jusqu'à aujourd'hui, il s'agit d'un critère important pour déterminer ce qui fait d'un portrait de commande une œuvre d'art. Quand on peint un portrait, on est un peu comme un équilibriste sur une corde raide au-dessus d'un énorme précipice. Il faut à la fois faire appel à son intuition, s'y abandonner et se concentrer sur chaque coup de pinceau que l'on doit porter sur la toile. Quand vous suivez votre intuition et que vous vous impliquez vraiment, vous allez au-delà de votre caractère ou de votre personnalité et vous ne cherchez pas uniquement à plaire. Et cela n'est possible que si vous êtes totalement investi émotionnellement dans ce que vous faites. Rembrandt n'avait pas d'égal en la matière, d'où la valeur inestimable de ses portraits. Pour acquérir ceux de Marten et d'Oppian, le Louvre et le Rijksmuseum ont dû s'associer et débourser 160 millions d'euros. Bien qu'il s'agisse de chefs-d'œuvre, il faut porter un œil critique sur ce couple et la société de l'époque. Ils symbolisent la République néerlandaise. Ils sont opulents, jeunes. Ils montrent qu'ils s'aiment, qu'ils ont de la vitalité. Mais on a tendance à oublier l'origine de leur richesse. Elle provenait de la traite des esclaves, du commerce des armes, du colonialisme, et il est bon d'en avoir conscience. Notre regard sur ces peintures évolue. Il faut garder ces choses-là à l'esprit, car elles nous font voir cette époque sous un angle différent, et c'est important. Comment appréhender les œuvres d'art de cet âge d'or de la peinture néerlandaise et leur envers sombre? La question fait actuellement l'objet d'un vif débat, tout comme la manière dont Rembrandt et les autres artistes ont tiré profit de cette période. Si les avis divergent à cet égard, tout le monde s'accorde à dire que le pays n'a plus jamais connu une telle prospérité. Et comme souvent, cet apogée a été suivi d'un déclin. 1672 est associé au Rampjaar, c'est-à-dire l'année désastreuse. La République néerlandaise est attaquée de toutes parts par les Anglais, les Allemands et les Français. Elle est à deux doigts de disparaître et survivra de justesse.
Par la suite, l'économie se relève plus ou moins. Au XVIIIe siècle, les Provinces-Unies restent prospères. Mais elles ont beau être toujours présentes et riches, elles n'affichent plus le même dynamisme. Les véritables puissances mondiales sont désormais l'Angleterre et la France. Les Pays-Bas redeviennent ce qu'ils ont toujours été, un très petit pays. Il faut savoir que les Provinces-Unies étaient si incroyablement opulentes à l'époque, grâce aux richesses accumulées au siècle précédent, qu'elles n'avaient pas besoin de faire grand-chose. Elles se sont reposées sur leur laurier, pour ainsi dire. La situation a commencé à changer au milieu du XVIIIe siècle, quand ces lignées fortunées périclitent, dépensant leur argent sans percevoir de rentrée. Et autour des années 1750-1760, les familles aisées doivent revendre ce qu'elles possèdent. Y compris leurs œuvres d'art qui, au cours des siècles suivants, vont être dispersées aux quatre coins du monde et y rester. Aujourd'hui, il est très rare qu'une de ces toiles retrouve le chemin de son pays d'origine. Je n'étais pas sûr à 100%, mais la composition et l'approche de ce tableau ressemblait beaucoup à la manière dont Rembrandt travaillait. J'ai donc décidé d'effectuer quelques recherches et depuis 1 an et demi, je tente de rassembler les pièces du puzzle afin de déterminer s'il s'agit bel et bien d'une œuvre que l'on pourrait attribuer à Rembrandt. Rembrandt a une méthode qui lui est propre. On la reconnaît à de petits détails, comme sa façon d'utiliser le ton de base pour les zones d'ombre, de porter l'ombre d'un élément du visage et de la projeter. Tous ces petits détails que je traque et garde à l'esprit pourraient finalement conduire à accréditer l'hypothèse qu'il s'agit effectivement d'un Rembrandt. D'autant que cette dame nous regarde. On tente de la regarder, mais c'est véritablement elle qui entre en contact avec nous. C'est très rare dans un portrait. Alors, qui sait? Peut-être qu'un jour, dans un proche avenir, le prochain Rembrandt, resté jusque-là inédit, pourrait refaire surface.